Didier, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette idée de chemin spirituel. Qu'est-ce qu'on entend par chercheur spirituel? Qu'est-ce qu'on entend par cette démarche qui, semble-t-il, est ardue? Alors que quand tu parles de non-dualité, ou quand on parle de non-dualité, on parle de simplicité. Que c'est quelque chose qui n'est pas là-haut sur la montagne, qui ne demande pas d'acheter un billet pour une destination, qui est intemporel, qui ne demande pas des années et des années de labeur. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu? La complexité apparente de cette recherche est une des façons, je dirais, à ce monde duel de cacher son essence non duelle, son essence unitaire. Et il y a une autre, d'ailleurs à ce sujet-là, il y a une autre petite histoire indienne dans la tradition qui parle d'un voyageur qui essaye qui doit transporter un diamant d'une ville à l'autre par le train et qui est tellement fatigué qu'il veut dormir et il ne sait pas quoi faire avec son diamant parce qu'il se le met dans la poche ou sous son oreiller. Il est sûr qu'il va être volé. Et donc c'est une histoire de Rumi d'ailleurs au sujet-là. En fait, c'est une tradition soufie. Et, euh, et donc ce voyageur, tout d'un coup, a l'idée en se disant, mais je sais exactement où le mettre pour que personne ne le vole. Je vais le mettre autour du cou, bien en évidence. Comme ça, personne ne va penser que ça a la moindre valeur. Et tout le monde va chercher tout partout, me fouiller les poches, me fouiller, et je pourrai avoir une nuit tranquille. Et donc c'est du même ordre, cet enseignement, et que le diamant apparent, qui est là, que tout le monde peut voir, et donc effectivement très simple d'accès, mais on va passer une vie peut-être entière à chercher sous l'oreiller, à chercher sous les draps, dans les poches. Et je peux dire que cette recherche, des fois, est pas inutile parce qu'en fait, ça permet d'explorer les fausses pistes. Et ça permet pas de trouver le diamant, qui est évident pour tout le monde, mais ça permet euh, d'une certaine manière, de trouver par usure, par abandon de toute velléité de trouver, par juste lâcher prise, par relaxation, et tout d'un coup, cette simplicité, cette possibilité de vision non séparée apparaît, et elle a toujours été là. Elle n'a pas été créée, elle n'a pas été trouvée même, elle a été retrouvée d'une certaine manière parce qu'on avait oublié ce que c'était. Mais en réalité, c'est par notre lâcher prise que on arrive au final à voir que le diamant a toujours été au centre. Alors, est-ce que tu pourrais reprendre cette dernière phrase Mhm. euh, euh, où tu parles d'un diamant. Mhm. Tu parles d'un diamant, ça laisse entendre que c'est un trésor. C'est un trésor, parce que c'est, d'une certaine manière, il y a un paradoxe, et j'adore le mot paradoxe dans ce contexte-là. C'est la chose peut-être la plus importante d'une vie, en tout cas dans ce cas de l'histoire de Didier, mais paradoxe incroyable, ça ne change rien. Donc ça ne vaut rien. Ça vaut tout et ça ne vaut rien. Et c'est indescriptible, c'est juste exactement la façon dont c'est vécu. C'est-à-dire que c'est une possibilité d'une vie allégée, d'une vie à un point qui est indescriptible, mais d'une autre manière, ça ne donne aucun outil, aucune possibilité d'utiliser cette compréhension à des fins personnelles, puisque justement ce point de référence n'existe plus. Donc ce trésor, nous l'avons tous. Exactement. Je voudrais aborder la notion de responsabilité de tes actions Mhm. ou de celles des autres. Bien sûr. Quand la vie se sait impersonnelle, peut-on se dédouaner soi-même ou dédouaner un autre d'une responsabilité personnelle, donc relative? Voilà, donc ça fait partie effectivement des sujets qui sont complètement étudiés dans cette recherche, si on peut appeler ça une recherche. En tout cas, dans cette exploration, j'aime beaucoup le mot exploration. C'est pour ça que c'est devenu le titre d'ailleurs du livre, qui est de fait de savoir si réellement une action, n'importe quelle action, si elle est étudiée en détail de pourquoi elle a été faite, pourquoi il y a eu à un moment donné une décision, si c'est réellement notre action ou si cette action vient d'un concours de circonstances qui correspond à des mémoires, à nos gènes, aux conditions de l'environnement, à une pensée qui arrive dont on ne sait pas d'où elle vient, et que la combinaison de la totalité de toutes ces informations amène et amèneront toujours cette même
action. Donc si on peut voir que la vie elle-même génère les actions qui amènent l'étape d'après, et l'étape d'après, et l'étape d'après, on voit que d'une certaine manière, il n'y a personne pour être responsable de ces actions. Alors ça, c'est la lecture non duelle de la vie. En réalité, de toute évidence, si je commence à étrangler quelqu'un dans la rue, il y aura une responsabilité relative de Didier par rapport à quelqu'un d'autre, et il y aura forcément des jours de prison à un moment donné par rapport à ça. Et ça, c'est les règles de société qui veulent ça, et c'est tout à fait normal, et c'est comme les règles exactement de la pesanteur, les règles de la gravité, etc. Ce sont des règles qui sont là pour fonctionner, mais de façon profonde, intime, il n'y aura pas ce sens de responsabilité. J'ai étranglé quelqu'un, parce qu'il y aura l'univers entier aura conspiré pour que l'étranglement apparaisse. Donc pour qu'il y ait quelqu'un d'étranglé, dont la famille va Exactement. Donc souffrir. ce sera une situation qui est non pas vue d'un certain angle, c'est une situation globale. En fait, c'est pour qu'une action apparaisse, il y aura conspiration universelle pour que cette action apparaisse en fait. Conspiration qui sous-entend que la souffrance de cette famille ou la mort de cet individu, j'ai du mal à imaginer Didier étranglant quelqu'un, mais si tant est qu'on suppute, euh, tout conspire à tout en fait. Bien sûr. Mais quand on dit tout est écrit, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Bon, tout est écrit, ce sera prendra un peu plus de temps pour en parler parce que là on ramène euh, cette explication dans le sens séquentiel d'un passé, d'un présent, d'un futur, des implications, alors que même la notion de temps elle-même est à explorer aussi. C'est fait partie des choses qui sont à remettre exactement dans le chaudron de la refonte, puisque c'est comme une refonte, et de voir si réellement cette soi-disant expérience du temps est une vraie expérience, ou c'est un concept, c'est une habitude qui fait qu'au final, il y a une séquence entre des causes et des conséquences. De mon expérience maintenant, je peux voir qu'il y a des causes et des conséquences, mais je ne sais pas lesquelles sont lesquelles. Est-ce que moi étranglant quelqu'un, ce qui effectivement a peu de chances d'arriver, euh, est-ce que c'est la cause ou est-ce que c'est la conséquence de cette personne dont la destinée était d'être étranglée. Donc après, on met de façon linéaire ce qui est avant et la cause de ce qui est après, mais c'est pas forcément ça. En fait, c'est bien plus intime, bien plus unitaire, et surtout, ça se passe toujours dans le moment présent. Donc cette histoire d'idée du temps, elle arrive après. C'est une explication qui est très, je dirais, tardive par rapport à ce qui arrive.